Bonsoir mes chers passionnés, j'espère que tout le monde va bien. Ben oui, moi ça va bien, j'ai la forme. En fait, un peu déçu, en fait mon engagement sur YouTube ces derniers temps, je vous explique. Voilà, vous avez dû voir, je sortais plus d'actualité automobile, il y avait plus de vidéos pendant ces dernières semaines. Également, ça a affecté ma chaîne principale. Donc en fait, c'est juste là tout simplement que j'ai pas eu le temps de vous sortir une nouvelle vidéo. Donc j'avais plus de vidéos de pré-uploadées. Tout simplement cette chaîne-ci, ça a fait que là, j'ai pas pu. Je sortais bien évidemment faire beaucoup de car spotting et tout. Donc pas eu le temps de m'occuper de YouTube ben. Donc ça a aussi également affecté ma chaîne principale. Et ça, j'en avais déjà expliqué là-dessus, si vous la suivez déjà. Là, on va vous parler d'elle. Donc là, je suis de retour sur cette chaîne également. Donc j'ai quelques vidéos de pré-uploadées pour les prochaines semaines. Je pense que ça vous plaira. Beaucoup de bruit, donc du noise, vous allez adorer ça. Et puis ben, aujourd'hui, comme vous avez dû voir le titre, de retour avec l'actualité automobile de la semaine, c'est parti. Au démarre, Toyota GR Super Sport, 1000 chevaux pour l'hypercar de route. Donc Toyota travaille sur une version de route de son hypercar de compétition. Si le constructeur arrive à construire son hypercar de route basé sur la Toyota GR Super Sport des 24 heures du Mans, elle devrait envoyer du lourd. Donc bref, catégorie hypercar, les voitures de course hybride devraient être basées sur une version homologuée pour la route, ce qui aurait été complètement fou, mais sous la pression des constructeurs, cette règle a été abandonnée. Donc bref, longtemps qu'on conçoit une version de route de son hypercar engagé en compétition, la Toyota GR Super Sport était et elle pourrait envoyer du très lourd. Par ailleurs, je tenais juste à vous montrer cette Bugatti Chiron. Il n'y en existe rien qu'une dans le monde, celle-ci, c'est la configuration signée Grand Prix de Monaco, celle-là. Wow! La Lamborghini Huracan Technica débarque au Canada. Eh ben, on l'a vu en premier mondial au dernier salon d'auto de New York et la voici qu'elle débarque au Canada. La toute nouvelle Lamborghini Huracan Technica 2023 a été présentée mercredi lors d'un événement prisé réunissant des clients de la marque au Liberty Grand German Complex de Toronto. Le chef de la direction de Lamborghini en Amérique du Nord, Andrea Balti, ainsi que le directeur mondial de design Mijia Barkett se trouvaient également sur place. La Huracan Technica vient s'insérer entre les versions Evo et STO comme un mélange parfait entre agrément sur la route et performance en piste. Le genre de polyvalence qui devrait plaire à un grand nombre d'acheteurs potentiels, selon les dirigeants. Donc, honnêtement, on a très hâte de la spotter. Alors, on a un design unique, mais surtout sur la légèreté, affichant un poids spec à seulement 1379 kg. La fibre de carbone est utilisée plus abondamment que tandis que l'aileron arrière est fixe et non actif pour éviter d'alourdir la voiture. L'aérodynamisme est en outre amélioré de 20%. Le moteur V10 de 5.2 litres provient de la STO et développe une puissance de 131 chevaux, soit 29 de plus que la Evo, et avec un son plus prononcé à haut régime. La Huracan Technica conserve un rouage à propulsion et peut accélérer 0 à 100 km/h en 3.2 secondes. Son agilité est également rehaussée pour un système de direction active au roue arrière. Ben écoutez, alors être calissement hot, on va se le dire. Je tiens juste dire que l'Europe ont décidé de faire mettre les moteurs thermiques en 2035. Christ que les gens sont soft, esti. Foutez-nous la paix, vous détruisez la passion. On va faire un tour du côté des Suédois, précisément de la Chine. Évidemment, Polestar, marque divisée entre la Suède et la Chine. Donc la Polestar 3 partagera une partie de ses composants avec le Volvo XC90 de nouvelle génération et il sera dévoilé en octobre prochain. Donc Polestar 3, donc comme vous savez, il y a déjà deux Polestar, dont la Polestar 1, j'ai jamais vu, je vois souvent des Polestar 2. La Polestar 1 n'était qu'un simple prototype qui a été produit à quelques exemplaires et donc il y en a quelques-unes, mais je pense qu'il n'y en a aucune au Québec. Il y a un peu plus d'une semaine, mon collègue Luc-Olivier Chambellan, bref, on s'en crisse de toi, esti. Ouais, on va parler de la Polestar 3 et basée sur la prochaine génération de Volvo XC90, lequel sera disponible en déclinaison entièrement électrique. Son style s'inspire librement du concept Volvo Recharge, mais propose tout de même une apparence plus racée, notez notamment la ligne de toit composée d'une vitre qui s'abaisse vers l'arrière, les hanches prononcées, les roues à 4 branches séparant un grec similaire à celle aperçue sur la Polestar 2. Y a-tu ici, tu connais le Mathieu Arsenault, un grand vendeur. En fait, moi, je ne le connaissais pas jusqu'au jour que j'ai vu cette publication-là. En gros, c'est un important vendeur de l'Outaouais de courtier immobilier. Et vous allez voir que la persévérance, ben, en fait, ça paye. À 18 ans, moi qui vivais sous le seuil de la pauvreté et qui avait une Honda Civic 88,
peinture au rouleau que j'avais payé 500$, pas un sou en poche. Aujourd'hui, 22 ans plus tard, avec énormément de constance et de persévérance, durant ces années maintenant accompagné de ma barbe blanche, près de 20 ans comme courtier immobilier avec plus de 4700 maisons vendues en Outaouais, et avoir fait des tonnes de sacrifices, avoir travaillé près de 10 ans, 7 jours sur 7, me voilà aujourd'hui avec un nouveau rêve de réaliser. J'ai le privilège d'acquérir la McLaren 765 LT, une voiture de collection édition très limitée, la seule au monde de cette couleur One of One. C'est pour cette raison que le constructeur a posé par respect pour notre pays les 2 drapeaux nationaux. Une des 3 voitures les plus rapides de cette planète qui fait moins de 10 secondes sur le 1 quart de mille, sans modification avec 765 HP et un poids inférieur à 1200 kg, composé de 90% en fibre de carbone. Aussi, elle possède une cage de course intérieure pour la piste de course, sans oublier son aileron arrière qui bouge à 178 positions pour garder la voiture extrêmement stable sur une piste de course. Je vous la montre, hein, green en tabarnak. Donc MSO One of One. Alors, regardez-moi ça. C'est une beauté. J'adore. Je suis en amour. Waouh, waouh, waouh. Vous pouvez apprécier les détails. Donc, Québécois qui s'est acquéri ça, dites-vous qu'elle se trouve à Gatineau. Donc, c'était à quoi? 4 heures de chez moi? Croyez-le ou non, mais la nouvelle M2 sera la dernière voiture BMW M à essence. L'électrification s'accélère au sein de BMW et le patron de la division de performance M, Frank Van Melle, a confirmé il y a quelques jours que plusieurs amateurs puristes redoutaient sans doute la fin approche à grands pas pour les mécaniques conventionnelles. La M2 sera la dernière voiture M avec uniquement un moteur à combustion interne sans aucune forme d'électrification, a-t-il déclaré Beamer Today. Il veut dire par là pas de moteur électrique ni même un système avec batterie de 48 volts pour alléger le fardeau du moteur. Cette nouvelle M2 en question devrait être dévoilée d'ici la fin de l'année en tant que modèle 2023 venait à compléter la gamme de la série 2 qui a reçu une mise à jour pour l'année modèle 2022. Elle a été aperçue à l'essai récemment, sa partie arrière non camouflée et exposant plus de muscles, mais on sait encore très peu de choses à son sujet peut-être. Pour être bien clair, ce n'est pas celle en bleu que vous voyez sur les images. Donc, c'est donc dire que les prochaines M3, M4, M5 et M8 seront donc tous électrifiés d'une manière ou d'une autre, indemne pour les utilitaires X3, X4, X5, X6 en version M. N'oublions pas le concept XM qui donnera naissance à un futur VUS hybride rechargeable de 740 chevaux, exclusif à la vision M. Cette dernière, dans ses 50 ans d'histoire, n'a créé qu'un seul modèle qui ne provenait pas de la gamme régulière du constructeur bavarois, la légendaire M1. Le second sera non pas une voiture mais bien un VUS, ce que Van Melle défend en disant que le segment plus fort et le plus profitable de nos jours est celui des VUS. Eh bien, l'Europe va finalement sauver les voitures de rêve. Allons voir, voilà une bonne nouvelle pour les marques comme Lamborghini, Ferrari ou McLaren. Le Parlement européen a décidé d'exonérer ces marques des restrictions prévues pour les grands constructeurs automobiles en matière d'émission du CO2. Honnêtement, là, il y a juste Lamborghini, Ferrari ou McLaren, on va dire comme supercar, parce qu'après, tu comptes les petits constructeurs comme Maserati, Alfa Romeo, ou bien Lotus, tu sais. Après ça, t'as les hypercars, là. Après, c'est tellement différent, là. Depuis une décennie, l'Union européenne ne cesse de durcir les normes d'homologation des voitures sur le vieux continent. Or, les automobiles les plus sportives consomment davantage et rejettent plus de CO2. Pour des marques comme Lamborghini ou McLaren qui ne vendent que quelques milliers de voitures de sport par an et rien d'autre. Les perspectives des futures normes obligeant quasiment les constructeurs automobiles à ne vendre plus que des voitures lourdement électrifiées si la fin de la décennie leur donne logiquement quelques sueurs froides. Mais alors que l'Union européenne vient de valider l'interdiction des voitures à moteur thermique en 2035, il y a quelques nouvelles rassurantes pour les amateurs de voitures de rêve et les petits constructeurs automobiles. Stephen Wigelman, le patron de Lamborghini, s'en félicite. Le Parlement européen vient d'approuver un amendement exonérant les petits constructeurs des normes de CO2 jusqu'en 2036. Les marques vendant moins de 1000 exemplaires pourront garder leur moteur thermique et celles vendant moins de 10 000 voitures auront le droit de demander une dérogation. En fait, je sais même pas c'est quoi. Donc, ouais, je suis allé voir c'est quoi le mot. Cet amendement permettra donc aux constructeurs comme Lamborghini de continuer à vendre des véhicules sans recourir à l'électrification totale. Reste maintenant à savoir si la porte pourrait rester ouverte pour d'éventuelles exemptions après la date évoquée de 2036. Et cette fameuse dérogation de vendre des autos à zéro émission, et si celle des moteurs à piston n'était pas encore définitivement éteinte. Hostie, j'ai trouvé ça au Joe. Checkez bien la vidéo. Ah, c'était à Montréal, ça. Un dos dans BMW.
Une tension inverse en passant. Checkez-moi ça. Qu'est-ce qu'il faut, tabarnak? What the? Donc là, on parle peut-être d'un V12 pour le futur Ferrari Puro Sangue 2023. Le premier VS de son histoire. Un véhicule qui ouvrira de tout nouveaux horizons pour la marque. C'est par l'entremise d'une vidéo mise en ligne qu'on apprend que le véhicule sera équipé d'un moteur V12, rien de moins. Donc, première des 10 Bugatti Santo-Sietti de sortie. Bugatti profite de cette série de photos pour dévoiler le premier des 10 exemplaires Bugatti Santo-Sietti. On a vu plusieurs images, je crois, si vous checkez bien, ou si vous êtes abonné par exemple à l'Insta de Bugatti ou bien sur Facebook. Après plusieurs années de développement, une multitude de tests, plus de 50 000 km de parcourus par toutes les températures, le premier 10 exemplaires de la très exclusive Bugatti Santo-Sietti est prêt à sortir d'une usine hommage à la Bugatti EB110 des années 90. Cette dernière bord une livrée EB110 Blue associée à des roues de couleur EB110 Paul Silver. Et ce n'est pas un hasard car le propriétaire du premier exemplaire possède déjà une Bugatti EB110 GT portant les mêmes couleurs. Cette Bugatti Santo-Sietti embarque bien entendu, c'est le W16 de 8 litres de cylindrée développant une puissance maximale de 1600 chevaux. Il permet ainsi à la voiture d'avaler les 0 à 100 km/h en seulement 2,4 secondes et à atteindre la vitesse maximale de 380 km/h. Donc pour vous dire, il y a une Santo-Sietti qui s'en va à Cristiano Ronaldo. Quand c'est pas un, c'est l'autre. Celui qu'on pensait jamais, McLaren. Oui, se contredit, il va finalement sortir un SUV. What the fuck. McLaren se contredit finalement sur le SUV. La marque qui a toujours refusé de sortir un tel véhicule va produire un SUV d'ici la fin de la décennie. La marque qui a toujours refusé de sortir un tel véhicule. Bon, en tout cas, bref, on a compris. Donc, Ferrari vise 80% de modèles électriques et hybrides en 2030. Eh ben, les modèles 100% électriques et hybrides devraient représenter 60% de la production du constructeur de voitures de luxe Ferrari d'ici 2026 et 80% d'ici 2030, a annoncé jeudi son PDG Benedetto Vigna. En tout cas, bref, l'électrification est un moyen d'améliorer la performance des voitures de Ferrari. Ouais, ça améliore juste l'accélération puis peut-être la vitesse max. Écoute, you le son, you le plaisir de conduite avec ça, zéro. Donc comme prévu, 2025, première voiture électrique de Ferrari. Hostie. La première voiture entièrement électrique de Ferrari sera 100% sportive, évidemment. C'est Ferrari, a déclaré dans un autre article. Ah, en tout cas. Nous avons développé une voiture électrique qui procurera les mêmes émotions que quand vous conduisez une Ferrari. Ouais, on aime tous le V12 de la 812. On va parler d'Alfa Romeo, une marque qu'on parle tellement pas souvent, mais quand on s'y intéresse, c'est vraiment hot. Alfa Romeo Giulia Special, 15 exemplaires en verre Montréal exclusive au Canada. Donc ça en fait, ça va être une Giulia édition limitée, 15 exemplaires qui seront produits uniquement pour le Canada. Oui, Alfa Romeo profite du week-end du Grand Prix de F1 du Canada pour dévoiler une édition limitée de sa berline compacte Giulia. 15 exemplaires sont produits uniquement pour le Canada et tous peints en verre Montréal. Une couleur emblématique auparavant réservée à la version de performance Quadrifoglio. Le Giulia Speciale se base sur la version Veloce à rouage intégral et ajoute la suspension adaptative de la Quadrifoglio qui ajuste l'amortissement en temps réel afin d'optimiser tantôt la tenue de route, tantôt le confort. Ceci s'effectue en tenant compte bien sûr du mode de conduite choisi via le molette sur la console. Outre le verre Montréal, l'extérieur de la voiture se démarque avec un fini noir pour l'exécution, la calandre et la coque de rétroviseur, les roues de 19 pouces cachent partiellement des étriers de frein peints en jaune. Quant à l'habitacle, on a des coutures rouges sur le volant, la planche de bord, la couture centrale, le levier de test et la haute des portières, des insertions en fibre de carbone sur plusieurs surfaces, des chaises sport en cuir noir et une chaîne audio Harman Kardon. Rien ne change côté moteur par rapport à la version Veloce, cependant la Giulia Speciale fait bon usage de 4 cylindres turbo-compressés de 2 litres qui développent une puissance de 280 chevaux et un couple de 300 livres-pieds par l'entremise d'une boîte automatique à 8 rapports. Son accélération des 0 à 100 s'effectue en 5,1 secondes. Alfa Romeo et la ville de Montréal ont une relation empreinte de fierté. Le nouveau modèle Giulia Speciale contribue à améliorer cette relation en offrant aux consommateurs une expérience de conduite inégalée et une allure attrayante unique au Canada, a déclaré Larry Dominique, patron de la marque Alfa Romeo. Le prix de l'Alfa Romeo Giulia Speciale 2022 est fixé à 71
On frôle le 72 000, plus les frais de transport et de préparation de 2095 pièces. En attendant que les 15 exemplaires commencent à arriver chez les concessionnaires de la marque plus tard ce mois-ci. Il est possible de l'admirer dans le cadre de l'événement Formule Peel qui se déroule à Montréal jusqu'à dimanche. Donc en fait, ben comme vous savez, fait déjà un mois environ que... Ouais, je sais, je fais ça un peu en retard, mais je tenais à vous le montrer pareil. Donc, ouais, il y a eu l'événement durant la F1, Grand Prix du Canada, que ça va faire déjà un mois bientôt. Mais ce n'est pas un mois déjà. Bref, j'ai eu la chance de la voir, celle-ci. On parlait de... Ben oui, c'est quoi ça? C'est de la nouvelle GT3, celle qu'on pensait pas. Voici la nouvelle 992 GT3 RS, repérée sans camouflage au NURB. Le GT3 RS se veut de moins en moins civilisé et risque de mettre tout le monde d'accord sur son futur accord. On aperçoit un premier rendu du package aérodynamique avec l'aileron. C'est plutôt exagéré. Les appendices dans les arches de roue ainsi qu'un DB Carrier sur l'échappement. Cette dernière génération de 992, la 91 GT3 RS, pousse le thème de plus d'aéro et moins de poids à l'extrême par rapport à ses prédécesseurs avec de nouveaux éléments aérodynamiques. Ben écoutez, ça va être n'importe quoi. Comme vous savez déjà, la GT3 RS ou la GT2 RS, c'est des voitures complètement de course. Vraiment, c'est hot en tabouret. J'ai la chance d'aller dans une GT3 et déjà que c'est déjà hyper léger, tout mixé sa course. Je pense même pas à celle-ci. Et quoi, on parle encore de Polestar? Polestar 5. Et où la Polestar 4 d'abord? Une future étoile de 872 chevaux est en route. On voit grain. Polestar a dévoilé aujourd'hui un prototype de son futur modèle porte-étendard, la Polestar 5. Il s'agit d'un coupé électrique de haute performance à 4 portes basé sur le concept Precept de 2020. La compagnie associe ces véhicules aux grandes sportives de la planète qui sont produites en nombre limité et réputées pour leur rapport poids-puissance phénoménal. La Polestar 5 emploie une nouvelle plateforme, une architecture électrique de 800 volts et une motorisation inédite comprenant un moteur avant à très haut rendement. Un moteur, c'est même pas un moteur, c'est une batterie. Il est question d'une puissance de 872 chevaux, ce qui dépasse largement des voitures comme l'Audi RS, e-tron GT et toutes les versions de la Porsche Taycan. Toutes les versions de la Porsche Taycan. Le couple s'élève à 663 livres-pieds. En comparaison, l'actuelle Polestar 2 est 2 fois moins puissante avec ses 408 chevaux. L'écart de couple est nettement moindre puisqu'elle génère 415 livres-pieds. Malheureusement, on ne connaît pas les autres informations techniques de la Polestar 5, par exemple le poids, l'accélération et la capacité de batterie, encore moins l'autonomie. Son arrivée sur le marché se verra quelque part en 2024 après les VS Polestar 3 et Polestar 4. Ah, ok, Polestar 4. Le second sera une version coupée du premier. On va parler d'une voiture que je pense qui vous a fait bander raide, mais qui vous a mis bien triste, la nouvelle M3 Touring que nous n'en aurons pas. Et ben, on nous faisait tous triper jusqu'au jour qu'on apprend qu'elle ne sera pas vendue ici. Annoncée en août 2020, la nouvelle M3 Touring marque la première fois que la compacte de haute performance de BMW est disponible en tant que familiale. Elle sera en vente plus tard cette année en Europe, en Corée du Sud, au Japon, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Pourquoi? Mais malheureusement ne viendra pas en Amérique du Nord malgré une pétition lancée à cet effet l'an dernier. C'est bien dommage. Ouli familial ultra sportifs sont des produits nichés et BMW préfère nous offrir son X3M. Qui veut un VUS bâtard? Mais les amateurs de performance, surtout ceux dont la famille s'agrandit, peuvent vouloir plus d'espace de chargement tout en recherchant la conduite d'une voiture et non d'un utilitaire. La nouvelle M3 Touring se base donc sur la série 3 Touring commercialisée autrement et elle hérite du groupe motopropulseur à rouage intégral de la M3 compétition. On retrouve sur son capot un moteur turbo-compressé à 6 cylindres en ligne de 3 litres qui développe 503 chevaux et un couple de 479 libre-pieds. Sa puissance est contrôlée par une boîte automatique à 8 rapports et répartie aux 4 roues via le système X-Drive. Tout comme avec les berlines, ce dernier comprend un mode de propulsion avec anti-dérapage éteint pour s'en donner à cœur joie là où les conditions le permettent bien sûr. Donc bien entendu, la M3 Touring est plus lourde, mais son temps d'accélération de 0 à 183 à 3.6 secondes et une différence d'à peine 1 dixième. Chemin faisant, l'échappement quadruple s'occupe de livrer une trame sonore percutante. Le gros avantage, bien entendu, par rapport à la berline, c'est sans parler du coupé M4, c'est son coffre de 500 litres qui s'agrandit à 1510 litres en pliant la banquette arrière qui se trouve divisée dans le pratique format. Donc, bref, c'est vraiment impressionnant, bien que son ouverture pour charger la voiture. Honnêtement, moi, là, j'aurais pris cette voiture-là. Vous allez voir juste après un peu l'intérieur, à quoi ça va ressembler. Et honnêtement, moi, j'aurais signé la pétition, bien entendu. J'ai pas eu la chance de signer pour qu'on ait ça, parce qu'honnêtement, c'est bien mieux qu'un utilitaire.
Le design de la M3 Touring, c'est des marques avec des longerons de toit et de nouvelles roues en alliage de 19 pouces à l'avant et 20 pouces à l'arrière. Les Ptec profitent des mêmes améliorations que la série 3 2023, commence par une nouvelle interface numérique incurvée combinant un tableau de bord de 12.3 pouces et un écran tactile de 14.9 pouces. Le tout est propulsé par le système multimédia X-Drive de 8e génération. Et évidemment, si on est à la place des clients qui auront la chance de commander un M3 Touring, l'envie serait grande de remplacer les chaises Sport M en QM Merino par les chaises M de style course en carbone, que vous voyez sur les images, évidemment. Ils réduisent le poids d'une vingtaine de livres et BMW prétend qu'il reste confortable les longs trajets. Red Bull annonce le développement de sa première voiture de série. Red Bull invente cette technologie, la branche d'ingénierie haute performance du groupe Red Bull a dévoilé mardi son premier projet de voiture de série conçu et fabriqué entièrement à l'interne, la RB17. Créé par Adrien Murphy, directeur en bref. Le RB17 est une hypercar biplace optimisée pour une expérience de conduite ultime sur piste. Seulement 50 RB17 sont fabriqués au Red Bull Technology Campus de Milton Keynes. La production devant commencer en 2025. Les hypercars sont des voitures qui affichent une puissance et des performances hors du commun et qui par conséquent coûtent très cher. Pas donné. Le prix à l'unité de l'hypercar de Red Bull propulsé par un moteur hybride V8 développant plus de 1100 chevaux sera de 5 millions de livres sterling, environ 7,85 millions, sans les taxes éventuelles. Chaque acquéreur se verra toutefois offrir un suivi personnalisé comprenant l'entretien. Donc V8 hybride, ça on refuse pas. Le RB17 marque une étape importante dans l'évolution de Red Bull avant cette technologie, désormais pleinement capable de créer et de fabriquer une voiture de série sur notre Red Bull Technology Campus. En outre, la RB17 marque la première fois qu'une voiture portant la marque Red Bull est disponible pour les collectionneurs. La marque de boissons énergétiques engagée notamment dans le sport automobile, son directeur technique Catherine Neveu avait déjà collaboré avec Aston Martin pour le développement de l'hypercar Valkyrie. Hey, ouais, on en parle de cette beauté-là, 30 secondes. 720, c'est avec un kit style JDR. Ouais. Ah, boy, un doute qui a spoté ça en Ontario. Wow. Comment dire, quand t'es en amour, c'est juste wow, c'est beautiful. BMW pris ses conducteurs d'utiliser les clignotants. Oh tiens, j'ai envoyé en vert sur le tableau de bord. On passe à trop sujet, autre que, comme vous savez bien déjà, beaucoup de constructeurs BMW n'utilisent pas ces clignotants. Et les BMW, Audi et Mercedes ne seraient pas... Selon une étude publiée en janvier 2020 par l'université d'Helsinki, les conducteurs de BMW, Audi et Mercedes ne seraient pas des gens sympathiques car ils exprimeraient davantage des traits de personnalité de type désagréable, têtu, égocentrique et narcissique. Un Mercedes en GT Black Series Rentic atteint 1066 chevaux. Le préparateur américain propose plusieurs niveaux de puissance tant qu'à opter pour le troisième niveau qui offre 1066 chevaux de puissance. Au cœur de la mise à niveau R3 se trouve un ensemble de turbos plus grand et plus performant. Redneck propose aussi une arceau de sécurité en tout cas bref. Tout le monde connaît Akrapovic, célèbre constructeur de pots d'échappement. Donc Akrapovic lance un nouveau modèle d'échappement titanium pour l'Audi RS3. Le célèbre fabricant de lignes d'échappement Akrapovic a lancé son dernier produit pour la gamme de voitures Audi RS, la ligne d'échappement Evolution 9 Titanium pour les modèles Audi RS3 et Sportback et berline. Donc un système léger construit par des tubes et un silencieux en titane de haute qualité qui sont ensuite fixés au descente de turbo d'origine de la voiture avec un tube de liaison en acier inoxydable haut de gamme. Conception nouvelle de sortie d'échappement en fibre de carbone fabriquée à la main avec une enveloppe interne en titane. De conception similaire à celle des récents systèmes d'Akrapovic pour les Audi RS6 avant et RS7 Sportback. Il est complété l'ensemble créant une apparence commune dans tous les échappements Akrapovic dans toute la famille Audi RS. Donc le système complet est de 44,1% plus léger que la configuration standard d'une Audi RS3 avec un gain de puissance de 10,2 chevaux et donc une augmentation de couple de 16,3 Nm à 2800 tours minute. Ce système d'échappement offre des performances alliées, une belle allure et un poids inférieur. Les constructeurs automobiles n'ont plus le choix, ils doivent électrifier leur gamme au risque de disparaître dans quelques années. En effet, si vous avez loupé cette actualité, les marques ne pourront plus vendre que des voitures électriques, quel que soit leur rang et quel que soit le prix et la puissance de leur modèle.
Lamborghini a d'autres et déjà annoncé que la première voiture électrique de son histoire sera sur le marché en 2027. Mais avant, le fabricant Toho doit investir des millions ou plutôt des milliards d'euros pour électrifier sa gamme. Dans une interview, a déclaré que sa société prévoit d'investir 1,8 milliard d'euros en faveur de l'électrification, bien que sa montant soit élevé. Lamborghini dépense en réalité beaucoup plus d'argent car cet investissement ne prend pas en compte le déploiement des véhicules 100% électriques. Donc, ainsi, la somme investie permettra à Lamborghini de mettre au point une série de véhicules hybrides dont la descendante de la Lamborghini Aventador que le constructeur est en train de peaufiner. Nous savons désormais qu'elle conserve le moteur V12 mais qu'elle sera électrifiée. Le fabricant de Santa Agata Bolognese doit aussi dépenser des millions d'euros pour la remplaçante hybride de l'Huracan, sans oublier l'Urus qui n'échappera pas à l'électrification. En bref, dès 2024, tous les modèles Lamborghini sont électrifiés conformément au plan de l'entreprise. Malgré le passage à l'ère électrique, Lamborghini met un point d'honneur sur les performances et le respect de son ADN. Les Lambo ressembleront toujours à des navettes spatiales, comme l'a affirmé le directeur du design de Lamborghini. Objectif CO2, les supercars obtiennent un délai supplémentaire. Au lieu de 2029, les fabricants de supercars ont jusqu'à 2035 pour se mettre en conformité avec les directives européennes. L'Union européenne a approuvé la fin des moteurs thermiques en 2035. Les constructeurs automobiles ne pourront plus commercialiser de voitures et de véhicules utilitaires légers à essence, diesel et hybride en Europe. Avant d'en arriver là, les fabricants sont soumis à des objectifs CO2, réduction des émissions de 55% par rapport en 90, négociés jusqu'en 2025, équivalent de constructeurs et d'autres. Les constructeurs de supercars comme Ferrari ou Lamborghini avaient réussi à obtenir une dérogation qui leur permettrait de rembourser cet échange jusqu'en 2029. Donc, l'Europe a accepté de repousser l'échéance jusqu'en fin 2035. Cette mesure concerne tous les petits constructeurs, ceux qui vendent moins de 10 000 voitures par an. Ferrari, Lamborghini, McLaren et Aston Martin entrent donc dans cette catégorie. Les constructeurs qui produisent moins de 1000 véhicules par an comme Bugatti ou Koenigsegg échappent à toutes ces restrictions. Le cycle de vie de supercar était plus long que ces voitures super puissantes ont un impact global sur l'environnement limité. Une Ferrari émet en effet plus de CO2 qu'une berline ou un SUV, mais au final, elle ne parcourt que très peu de kilomètres pendant toute sa durée de vie, contrairement aux voitures destinées au grand public. Parce que déjà, l'hiver, qui roule une Ferrari, pas grand monde, mais en tout cas à Montréal, sont assez fous pour en rouler une. On a tous vu des Lamborghini l'hiver, moi oui. Ferrari et Lamborghini commercialisent déjà les véhicules hybrides en vue de réduire la moyenne des rejets en CO2. Dès 2024, la gamme Lamborghini sera hybride avec un modèle 100% électrique dans quelques années, tout comme Ferrari qui a déjà affirmé qu'il lui aussi produira une sportive électrique. Les constructeurs recherchent aussi des alternatives dont les carburants de synthèse qui sauveront peut-être les voitures thermiques. Le poids de TikTok parmi les différents réseaux sociaux et son influence auprès des consommateurs force aujourd'hui les compagnies à l'inclure dans leur stratégie de communication de marketing. C'est vrai qu'aussi dans l'automobile. Au fait, vous êtes-vous déjà demandé quels sont les modèles et les marques de véhicules les plus populaires sur TikTok? Donc, un site spécialisé en assurance vient de sortir une autre de ces études intéressantes qui nous fournit justement la réponse à cette question. Une compilation a été faite avec le nombre de visionnements de vidéos qui mentionnent chaque modèle et chaque marque en utilisant les mots dièse, et ça en date de 31 mai 2022. Sans plus attendre, voici le top 3 des véhicules. Premier, Ford Maverick. Croyez-le ou non, 10,9 milliards de vues. Devant le Ford Mustang, 10,7 milliards de vues. Toyota Supra, 9,4 milliards de vues. Genre, fine pour Supra, mais pourquoi une Mustang ou une Maverick plus qu'une Lamborghini ou une Ferrari, tu sais, c'est pas normal. Le Maverick, vraiment, qui l'aurait cru? On se doute bien sûr que ce n'est pas à cause des voitures manuelles des années 70, mais plutôt de la nouvelle camionnette compacte lancée par l'année modèle 2022. La demande est si forte que Ford a cessé les réservations et plusieurs clients ne recevront pas leur exemplaire avant un an. Même s'il ne s'agit pas d'un véhicule électrique. Cette Ferrari SF90 Stradale délivre 1109 chevaux grâce à Novitec. Plus de puissance et un look plus ostentatoire. Voici le secret de cette préparation. La Ferrari SF90 Stradale est passée une fois de plus entre les mains de Novitec. Cette fois, le préparateur y a mis tout son cœur pour rendre le supercar italien encore plus bestial. La Ferrari SF90 Stradale reçoit quelques modifications aussi bien esthétiques que mécaniques. Pour commencer, Novitec s'est attardé sur le look de la sportive. Les changements sont subtils mais amplement suffisants pour embellir la Ferrari hybride. Les éléments ajoutés sont bien évidemment en carbone et sont visibles sur les boucliers avant et arrière, ainsi que sur le capot et les jupes latérales. Les ailerons aussi, les diffuseurs sont en carbone, tout comme les persiennes de passage de roue avant. Les modifications passent aussi par une suspension Novitec qui abaisse la hauteur de caisse de
mm à l'avant et de 25 mm à l'arrière. Le VTEC n'a pas oublié d'ajouter un système de levage avant de 40 mm afin de passer les obstacles se trouvant sur la route sans abîmer la voiture. Cette préparation sur aussi des jantes Vossen. Bref, dans le peut-être qu'on retrouve du cuir et de l'Alcantara, le client pourra personnaliser son environnement selon ses préférences. Nous avons maintenant la partie plus intéressante, le moteur de SF90 Stradale est motorisé par un V8 4 litres associé à des moteurs électriques. Cette voiture délivre 1000 chevaux, mais Novitec a pensé que cette puissance ne conviendra pas à tout le monde et décidé d'ajouter quelques chevaux supplémentaires. En modifiant les paramètres d'écharpement de pression de turbo, cette Ferrari est en mesure de revendiquer une puissance de 1109 chevaux et de 918 Nm de couple, soit une hausse de 109 chevaux et 118 Nm. Ses performances sont complètement délirantes avec un 0 à 100 annoncé en 2.4 secondes et un 0 à 200 km/h donné en 6.3 secondes. Quant à sa vitesse maximale, elle est limitée à 340 km/h. Impatient de voir la Honda Civic Type R 2023 de nouvelle génération. Nous aussi, un prototype camouflé a fait sa première apparition sur le nord-américain le week-end dernier sur le circuit de Mid-Ohio, servant de voiture de tête au départ de Indy 200. Ça, c'était après avoir battu le record de... Bref, le Civic Type R 2023 sera en vente plus tard cette année. Son développement officiel est imminent. Mais entre-temps, on a de mauvaises nouvelles à vous rapporter. Un membre du forum qui dit travailler pour un important concessionnaire Honda au Québec aurait reçu des informations de Honda Canada concernant la disponibilité de la nouvelle Type R. Selon lui, il n'y aura que 3 années modèles, soit 2023, 2024 et 2025. Mais le pire, c'est qu'à peine 546 exemplaires seraient alloués pour l'ensemble du marché canadien, non pas par année, mais bien pour les 3 ans. Il ajoute qu'un seul petit nombre de concessionnaires Honda pourrait obtenir des unités, c'est-à-dire des concessionnaires d'envergure et qui ont vendu au moins 5 Type R annuellement dans le passé. Celui qui représente aurait été informé qu'au maximum de 7 exemplaires lui seront attribués, dont 2 ou 3 la première année. Si ces informations sont véridiques, c'est extrêmement décevant pour les acheteurs potentiels. Non seulement la diffusion sera ultra limitée, mais on peut parier que Honda ne se gênera pas pour augmenter le prix de la voiture qui débutait en 2021 à 46 000 $. La Mansouri Stallone GTS, une sauvage Ferrari 812 au V12 de 830 chevaux revisitée par le préparateur allemand. La maison de tuning allemande Mansouri est dans un groove et il a non seulement donné à la Lamborghini Aventador ZG et à la Ford GT une cure de jouvence esthétique de performance, mais il a maintenant créé sa propre version de la Ferrari 812 Superfast GTS, affectueusement appelée Stallone GTS. Cette supercar d'étonnant gris aux accents bleus reçoit un moteur V12 modifié développant 830 chevaux. Il a un kit de carrosserie plutôt de bon goût avec un pare-choc avant distinctif, des jupes latérales, un nouveau diffuseur arrière et un aileron arrière géant. La Stallone GTS possède également des bouches d'aération fonctionnelles de garde-boue avant des rétroviseurs extérieurs optimisés sur le plan aérodynamique. Bien sûr, il conserve la tour rigide et rétractable d'une Ferrari 812 GTS ordinaire et soulève et abaisse le toit en 14 secondes environ à des vitesses allant jusqu'à 45 km/h. Sous le capot se trouve un moteur V12 de 6.5 litres à l'écoute produisant 830 chevaux, 740 Nm de couple. La puissance est exclusivement transmise au roue arrière via une boîte de vitesse automatique à double embrayage. À cet rapport, la Mansouri Stallone GTS développe 41 chevaux de plus qu'une 812 Superfast standard et une 812 GTS en utilisant l'électronique du moteur et avec un système d'échappement sport puissant. Il sonnera également plus agressif. C'est une rumeur, réellement, comme on sait, le fameux V8 surcompressé de 6.2 litres de Stellantis, surnommé L4, est principalement employé chez Dodge. Il ne sera pas de retour après 2023 en raison des normes d'émission de plus en plus strictes à respecter. D'ici ce temps-là, le constructeur des Dodge Charger, Challenger et Durango souhaite faire plaisir aux amateurs de puissance et de performance avec une série d'annonces excitantes dans le cadre de son plan d'affaires Never Life. Les prochains risquent de survenir à la mi-août lors d'un événement appelé Speed Week à Pontiac dans le Michigan. C'est à ce moment qu'on devrait voir pour la première fois le prototype de véhicule muscle car électrique. Une muscle car électrique réellement de Dodge. Mais pour revenir au moteur L4, la rumeur court absolument renversante. Donc, le Challenger sera en préparation et promet d'être encore plus puissant que la Demon de 2018, sans parler de l'actuel Challenger Superstock. C'est que le V8 en question recevrait d'importantes modifications afin de pouvoir fonctionner avec du carburant EB85, un mélange d'éthanol et d'essence. Il serait en mesure de produire jusqu'à 909 chevaux, croyez-le ou non. Donc pourquoi ce nombre? Rappelez-vous que les premiers modèles L4 de Dodge ont arrivé sur le marché avec 707 chevaux et que la dite Challenger SRT Demon produisait 808 chevaux avec de l'essence supérieure à 840 chevaux en utilisant du carbone de course à indice d'octane de 100. La suite logique serait donc 909.
La même source aurait du même coup démenti les rumeurs précédentes voulant que la puissance du L4 soit poussée à 1000 chevaux, comme ce que génère le V8 Elephant de 7 litres, disponible en vente libre. Pour les passionnés de tuning, Dodge tiendrait apparemment à conserver le caractère exclusif de ces derniers. Toute première Porsche Brabus 800 Full Black, un petit tour avec ce méchant monstre de 800 chevaux. Ah, elle est magnifique, hein? Moteur 820 chevaux, 950 Nm, 0 à 100 km/h de 2.5 secondes, vitesse maximale 340 km/h. Il y a environ un an, Lamborghini a dévoilé l'Aventador Ultimate comme dernier chapitre de l'histoire de l'Aventador longue de 10 ans. Il est maintenant temps pour le constructeur de supercars de tourner la page et de commencer à travailler sur la remplacement de son produit fort, comme vous pouvez voir ici. Son développement est désormais entamé. Voici une nouvelle photo espion montrant un prototype entièrement camouflé. Pas besoin d'être expert pour voir qu'il s'agit ici d'une Lamborghini, même un petit enfant devrait être capable de reconnaître facilement qu'il s'agit bien d'un véhicule. Elle est loin de porter tous les éléments de production, mais on peut déjà y voir certaines formes et lignes qui sont probablement leur forme finale de production. Si on commence par l'avant, les petits feux de jour à LED ne sont que des accessoires provisoires car cette voiture n'a pas d'autres feux à l'avant. Le camouflage laisse entrevoir des groupes d'éclairage pointus une fois plus agressives et étroites que celles de l'Aventador. À l'arrière, Lamborghini tente de nous tromper avec des autocollants imitant les feux arrière réels, mais la vérité, c'est que les vrais feux se cachent en dessous. En juger parce que nous voyons les feux arrière sont en forme de Y et auront un design très élégant. Nous pouvons également voir un spoiler arrière intéressant avec des éléments trapezoïdaux au-dessus du système d'échappement quadruple qui sort haut. Ces énormes tuyaux sont très probablement reliés à un moteur V12 car Lamborghini a déjà confirmé que la remplaçante de l'Aventador s'appuiera sur un moteur 12 cylindres. Il s'agira du troisième nouveau moteur V12. La marque sera certainement dotée d'une forme d'électrification. Il est bien trop tôt pour stipuler sa puissance, mais on peut s'attendre à ce que cette nouvelle unité soit plus puissante que le V12 de l'Aventador Ultimate avec 770 chevaux, 566 kW et 720 Nm de couple. Là, on va parler des fins, clap de fin pour la France et la Belgique. Ces deux épreuves feraient place au Grand Prix d'Afrique du Sud et à celui de Las Vegas. Que se passe-t-il? Donc, Porsche croule sous les commandes des modèles 718. Le constructeur de Stuttgart est dans l'obligation de déléguer une partie de la production à l'usine VW d'Osnabrück. Porsche est face à un problème. La demande pour les modèles 718 est si élevée que le constructeur de Stuttgart a fait le choix de produire dès l'année prochaine une partie de ses modèles 718 dans l'usine du groupe Volkswagen à Osnabrück, en Allemagne. L'usine principale de Stuttgart, Zuffenhausen, continue de tourner à plein régime. L'usine multimarque Osnabrück de Volkswagen ne produira que des surplus de commandes pour les Porsche 718. Ce n'est pas la première fois que Porsche tourne vers l'usine VW. Pour assurer ses productions et satisfaire les clients en 2012, le constructeur Stuttgart avait fait appel à elle pour produire la Porsche Boxster. Donc, encore une fois, la 718. Donc, en tout cas, je suis en train de me mêler entre les modèles de Porsche. On parlait de Boxster. Il me semblait que la 718 Spider, c'était pas la remplaçante de la Boxster. En tout cas, c'est la Cayman. What the fuck, j'aurais pu la suivre. Si la demande pour les Porsche 718 est si élevée, c'est peut-être parce que Porsche a annoncé que la prochaine génération sera électrique. Les clients s'empressent donc de mettre la main sur une Porsche 718 à un moteur central arrière avec l'électrification ne passe par là. Il y a aussi noté que la Porsche 718 Cayman. Ah, c'est la Cayman, ok. Et le modèle le moins cher proposé par Porsche est démarré à 59 000 que je pensais que la 718 était en tout cas. Le Porsche 718 Cayman embarque un moteur 4 cylindres de 300 chevaux et 981 Nm de couple. La Cayman S développe 350 chevaux tandis que la Cayman GTS 4 litres et GT4 développent respectivement 400 à 420 chevaux. En 2021, l'usine d'Osnabrück a produit 17 773 VW T-Roc Cabriolet. Bref, on termine cette vidéo avec quoi de mieux que des magnifiques voitures aperçues au Grand Prix de Montréal. Donc voilà, j'espère fortement que ça vous aura plu. Et puis, dites-moi ça en commentaire, bien entendu. Et puis, désolé, j'ai fait peut-être quelques erreurs. Ça aurait été une longue vidéo parce que ça nous a manqué un mois, pas d'actualité automobile. C'est passé bien des affaires. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je poursuive. Moi, je pense que je vais peut-être faire ça aux 2 semaines. Et parce qu'en une semaine, ben, parfois il se passe pas grand chose, ça va dépendre de l'actualité. Mais on termine ici avec les plus belles voitures qui ont été aperçues durant le Grand Prix de Montréal, dont moi j'ai eu la chance d'avoir quelques-unes ici. Le week-end du Grand Prix de Formule 1 de Montréal est marqué depuis des décennies par la présence accrue de supercars et de voitures uniques dans la ville. Donc voici les 10 bolets les plus marquants embarqués au centre-ville au courant de la fin de semaine. Nous avons aussi à l'avant une Enzo et une Ferrari F12 TDF. J'ai eu la chance de l'avoir dans le showroom de Ferrari, la TDF.
Donc ben là c'est dans un garage privé, hein, on peut même pas y accéder. Bugatti Chiron Pure Sport, je l'ai vu mais pas réussi à la prendre en photo. La Sienne 2022 Cabriolet, la Ferrari Aperta 2016, je l'ai vu. La 910 Spider 2015. On apprécie cette image, une Bugatti Chiron Pure Sport, une Lamborghini Sienne. Bref, la valeur approximative de l'ensemble de ces bagnoles frôle les 20 millions de dollars et fait cocasse. Chacun d'entre elles appartient au même propriétaire qui est Dave Card. Mais là, le photographe, je pense qu'il était pas loin de moi parce que j'ai pris environ quasiment la même photo. J'étais direct à côté de la personne qui prenait la photo. J'étais placé là en arrière des cônes. On peut pas me voir sa photo. Donc, Ferrari Enzo et Ferrari F12 TDF 2015, une Ferrari Enzo ainsi qu'une Ferrari F12 TDF ont été aperçus alors qu'ils quittaient un garage souterrain. Ce sont plus de 1420 chevaux qui sont produits au total par les deux engins qui se retrouvent sous le capot de ces voitures. Dans un Toyota Century 2004, une Toyota Century arborant les drapeaux du Royaume-Uni du Canada ont été aperçus dans le stationnement souterrain de l'île de Montréal. Il s'agit d'une bagnole importée directement du Japon qui rivalise avec les berlines pleines grandeur les plus prestigieuses de ce monde. Mercedes-Benz 300 SL Roadster 54, une Mercedes 300 SL Roadster sur la rue Sherbrooke stationnée à l'avant des résidences Ritz-Carlton. Seuls 1858 exemplaires ont trouvé prenant en 57 et 63 et elle commande aujourd'hui un prix qui dépasse facilement le million de dollars canadiens. Lamborghini Aventador Miura Hommage 2017. Une Lamborghini Aventador Miura Hommage a été aperçue dans les rues de la métropole. C'est une édition extrêmement rare puisque seulement 50 unités ont été produites avec son V12 atmosphérique de 730 chevaux. Son échappement s'assure de donner tout un spectacle au passant. Ferrari 599 SA Aperta 2010, l'une des plus rares Ferrari jamais conçues, déambulée au centre-ville le week-end dernier. Il s'agit d'une Ferrari 590 SA Aperta. Il s'agit effectivement d'une version GTO à toit ouvert. Seulement 80 unités ont été produites. Son prix, il faudrait débourser plus d'un demi-million de dollars. Ferrari F430 Scuderia 2007, une autre rare Ferrari a pu être vue et il s'agit cette fois d'une F430 Scuderia dont environ 2000 exemplaires furent produits, bien qu'il ne s'agisse pas de la bagnole la plus précise du constructeur au cheval cabré. Certains considèrent qu'il s'agit de l'une des dernières de son genre. Ah, celle-ci, je l'ai vu, Ford GT 2022. Une Ford GT de nouvelle génération a aussi été aperçue dans Montréal. On peut apercevoir ces jantes de 20 pouces entièrement composées de fibres de carbone. Il s'agit d'ailleurs d'une unique voiture de cette liste encore disponible à vendre, d'autant plus qu'elle est assemblée au Canada. Ah, c'était tout un spectacle à voir. La Ferrari Aperta 2016, une quatrième La Ferrari a été observée en ville lors du Grand Prix. Cette fois, il s'agit d'une version Aperta dont seulement 210 unités ont été produites. La voiture hybride branchable ne produit pas moins de 800 chevaux, ce qui lui permet entre autres d'accompagner les 2.8 secondes. Ben, je sais pas, elle est à qui? Je pense qu'elle est à... Elle est peut-être à Luc Poirier, celle-ci.